Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Wow, Mathieu, wow. Alors, Le Point nommé ton livre, La Révolution racialiste, un des 30 meilleurs livres de l'année. Tu fais la une de mon magazine préféré, Éléments, qui est un magazine conservateur français qui est excellent. Je crois qu'on peut trouver en kiosque au Québec. Et tu fais la une du Devoir avec un gros texte sur ta montée comme une fusée en France. Écoute, c'est une bonne journée, hein? Oui, mais moi, je me contente de faire mon travail dans les circonstances. Il y a des bonnes journées, des mauvaises. Il y a des bons portraits, des mauvais. Il y a des gens qui nous sont sympathiques et d'autres qui ne le sont pas. L'essentiel, c'est de faire son boulot. De temps en temps, ça donne des bons résultats. De l'autre, on traverse les tempêtes. Mais il faut faire son boulot sans trop se fier à tout cela. Ben, en tout cas, écoute, ça va bien. On se réjouit pour toi. Le comité diversité de la Commission européenne a publié un petit livret en disant à ses membres, dans vos communications écrites ou verbales, vous devez éviter certains mots. Par exemple, le mot citoyen, ça a l'air, lorsqu'on dit citoyen, ça fait de la peine aux immigrants et aux apatrides. Ça a l'air qu'il faut pas dire non plus homosexuel parce que c'est un colibet qui est utilisé par les anti-gays. Bref, on écoute un extrait d'un discours là qui a été prononcé sur cette question. Oui. Écoute ça. La commissaire européenne à l'égalité, Madame Dalli, a lancé un guide interne pour la communication inclusive. Je passe sur son langage genré pour retenir cette dernière initiative, ne plus utiliser les mots Noël et les prénoms chrétiens, qui feraient trop référence à la culture occidentale. Il faudrait les remplacer par des mots neutres et des prénoms reflétant la diversité. Ainsi, mes chers collègues, Marie ne peut plus partir pour les fêtes de Noël, mais Ryan aura le droit de profiter d'une période de vacances. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Non, j'ai vu ce document passer, j'ai vu la réaction que ça a suscité. En fait, ça nous rappelle à quel point la Commission européenne et l'idéologie européiste se définissent contre la civilisation européenne. C'est-à-dire, on se réclame de l'Europe pour déconstruire l'Europe. On se réclame du principe européen pour détruire la réalité européenne. Et comment on fait ça? Par la manipulation du langage. Comment on fait ça? En cherchant à proscrire, à interdire des mots qui, d'une manière ou de l'autre, évoqueraient cette civilisation. Donc, ça nous rappelle, c'est pas pour rien que je parle si souvent de la langue dans mes travaux, c'est sur la question, je dirais, c'est le côté orwellien, c'est la manipulation du vocabulaire, c'est la volonté de rendre impensable certaines réalités en faisant en sorte que les mots qui les désignent ne puissent plus être prononcés. Tout cela n'est pas surprenant parce que ça arrive tout le temps. Mais disons que quand ça frappe de manière aussi caricaturale, on ne peut que rire et se désoler tout à la fois. Mais ce qui est fou là-dedans, là, tu sais, c'est à la limite dangereux. On dit, on n'a plus le droit de dire on va coloniser Mars. On dit il faut envoyer des êtres humains sur Mars. On ne peut plus dire citoyen parce que ça fait de la peine aux apatrides. On ne peut plus dire, homosexuel. Mon Dieu, on peut plus dire homosexuel. Et c'est que ça rend, lorsqu'on nous dit après ça, on ne peut plus dire monsieur, madame, on dit oui, tu sais, ça rend l'interdiction de monsieur, madame à la limite quasiment normale. Tellement les autres sont flyés. Mais t'as absolument raison, c'est une forme de dynamique de normalisation. Oui. C'est-à-dire, les interdits deviennent tellement fous, sont tellement nombreux, se multiplient, qu'on en vient à en accepter certains en se disant, mais ceux-là sont moins pires. Oui. Et on oublie de contester la logique même de l'interdit systématique, qui, elle, fait en sorte que le langage est contrôlé par des idéologues qui, véritablement, on veut changer le sens des mots, bannir des mots, donc bannir les idées auxquelles ils réfèrent, et véritablement, à travers tout cela, faire une forme de manipulation symbolique de tout notre univers mental. Alors non, c'est assez important. Ils ont été obligés de réviser leur copie un peu. Hein. Nous, on connaît la manière avec ces organismes-là. Quand ça fait trop scandale publiquement, ils font semblant de réviser la copie et ils nous présentent une version à peine amendée quelques mois plus tard. Donc, voyons encore une fois là l'importance de la question du langage dans la politique contemporaine. À travers ça, c'est la liberté de penser, la liberté de formuler des pensées qui est remise en question. Mais ça, c'est la bonne nouvelle, c'est vive la France qui quand même résiste parce qu'ils ont dû justement reculer
Au moins. Oui, alors la France a condamné, et j'ajoute le Vatican aussi, nommons cette belle alliance sur le coup, parce qu'on dit que les racines chrétiennes de l'Europe, c'est pas complètement une folie non plus, ça appartient dans l'histoire, mais la résistance, évidemment, elle est française devant cela, parce qu'une résistance naturelle de la France, le souci de la langue, le souci du vocabulaire. Je te parle en ce moment de l'Académie française, où je suivais un ami qui recevait un prix il y a quelques instants, et c'est quand même une civilisation qui a le souci du mot juste, et qui s'inquiète justement de la manipulation langagière. Et devant tout ce qui relève de l'écriture inclusive, les Français, qu'ils soient de gauche, de droite, de centre ou d'ailleurs, sont naturellement méfiants, avec raison, mais de ce point de vue, il faut être capable d'attaquer le principe même derrière tout cela. Pas seulement les dérives de l'écriture inclusive, mais attaquer le principe même de cette manipulation orwellienne du langage. Écoute, je prends la balle au bon. Tu es à l'Académie française. On a appris récemment que Mario Vargas Llosa a été nommé à l'Académie française et je m'en réjouis. C'est quelqu'un, il avait prononcé une conférence à Montréal il y a quelques années. J'ai une photo d'ailleurs, je suis avec Sophie à côté de M. Llosa. Et j'imagine que Alain Finkielkraut va se sentir un peu moins seul parce que Mario Vargas Llosa est aussi un conservateur, aussi un libéraliste. Donc, Finkielkraut va se sentir un peu moins seul à l'Académie française. Oui, je crois qu'heureusement, il n'était déjà pas seul au tout début, disons-le. À l'Académie française, il y a quand même des gens de bonne compagnie, de belles sensibilités. Mais ce qui est assez beau à travers tout cela, c'est que ça rappelle l'importance universelle de l'Académie française, de la langue française. C'est-à-dire, elle demeure, la langue française, cette institution qu'est l'Académie, ça demeure un lieu de projection des ambitions littéraires les plus nobles, des vocations littéraires les plus nobles. Et tous ceux qui snobent l'Académie française devraient rappeler son importance fondamentale sur le plan culturel pour la langue française à laquelle que nous avons le bonheur de parler. Écoute, Mathieu, si ça continue comme ça, toi, tu es encore très jeune, mais tu vas avoir ton épée, toi aussi. Tu vas avoir ta place là-bas. Non, moi, j'ai d'autres ambitions. Moi, tout ce que je veux, c'est un modeste ouvrier de la cause indépendantiste québécoise. Alors, tôt ou tard, je reviendrai à la maison pour l'essentiel. Mais cela dit, j'admire les gens qui s'y trouvent et qui reçoivent des prix. Aujourd'hui, j'ai vu ça, c'est quand même impressionnant. C'est Dany Laferrière qui faisait la lecture des prix, qui présentait les prix. Et je voyais ça, c'est un moment émouvant quand on voit un de ses amis recevoir un prix à l'Académie française. Ça me touche, ça m'émeut. Et dans le texte du Devoir aujourd'hui, j'ai commencé mon émission comme ça, parce qu'on cite une journaliste française, Emmanuelle Walter, qui dit que t'es monomaniaque, que tu ne fais que parler d'immigration. Je dis, elle devrait nous écouter à Cube Radio parce que je m'excuse, Mathieu ne fait pas que parler de ça. Totalement oui, faux. Mais franchement, Emmanuel Walter, c'est pas très sérieux non plus. C'est le site Arrêt sur Image, qui est un site de la gauche radicale. Emmanuel Walter, qui est proche de Marc Fortier, qui est celui qui a consacré l'espèce d'ouvrage, de pseudo-ouvrage qui est censé parler de mes travaux. C'est pas, disons, Baillargeon a été chercher une figure critique, qui a trouvé la plus critique disponible. Cette femme-là, manifestement, n'est pas très familière avec mes travaux. Ça me dérange pas trop, cela dit. Avoir des adversaires, ça fait partie de la vie publique. Hélas, ce coup-là, j'ai pas eu la plus intéressante de parmi les adversaires possibles. Merci beaucoup, Mathieu. Excellente journée et profite de ton succès. On se reparle demain. Bye. Bonne journée. Bye. Salut. Bye.